C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que j'y trouve plein de visages amis et par les temps qui courent, on n'a plus trop le temps de se voir, donc c'est un vrai plaisir. Et le sujet également m'est cher et il est cher à beaucoup de nos collègues car l'ambiance vient de changer. Nous avons eu un coup de semonce il y a quelques mois de l'Ordre national des médecins qui était chargé de nous rappeler qu'une femme qui a eu un diagnostic prénatal peut se prévaloir du fait de ce diagnostic prénatal pathologique d'une IVG. Un petit rappel sur la loi, et après je prendrai une posture plus éthique. La loi de janvier 1975 légalise d'un seul coup l'IVG et l'IMG. Le chapitre sur l'IMG a été modifié au fil du temps et les frontières entre les actes dans la loi initiale étaient très claires. Ne pas utiliser l'une à la place de l'autre, c'était ça le sens de la loi. Éviter les confusions, utile de rappeler les limites éthiques et pour moi c'est une question de bonne pratique. Les règles légales de l'IVG ont depuis 1975 évolué. Et désormais, l'IVG est dépénalisée. Très bonne chose. De même que son délai a augmenté, que le délai de réflexion d'une semaine a disparu, je pense que c'est également une bonne chose. Certaines femmes ont besoin de plus qu'une semaine, certaines autres femmes n'ont pas besoin d'une semaine, et ce délai, le même pour tout le monde, n'était pas une bonne chose. Il était le résultat d'un compromis au moment de l'écriture de la loi. Les praticiens conventionnés peuvent pratiquer les IVG en dehors. C'est réalisé maintenant, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, que les sages-femmes viennent s'inscrire de manière très officielle dans la pratique de l'IVG, et c'est maintenant le cas pour l'IVG médicamenteuse. Tout ceci est bien, d'autant qu'il n'y a pas eu de jurisprudence à l'égard des collègues qui pratiquent l'IVG. Personne n'a été accusé de mal pratiquer l'IVG. Quand on regarde la jurisprudence sur l'IVG depuis sa création, quasiment pas de procès. Un pour quelqu'un qui n'avait pas respecté le délai de réflexion et c'était une grossesse extra-utérine, et c'est tout. Donc grande souplesse de la loi sur le délai de réflexion, sur les sages-femmes qui ont d'ailleurs toujours participé. Je vous rappelle qu'il y a une association des sages-femmes orthogénistes et c'est vraiment une bonne chose que la loi ait enfin entériné l'activité des sages-femmes dans cette activité. Et je vais conclure sur l'IVG en disant que quand on analyse la loi, on peut dire qu'il faut et il suffit qu'une femme fasse une demande d'IVG avant 14 semaines pour qu'elle l'obtienne et désormais gratuitement. Je dis bien, il faut et il suffit. C'est devenu un droit de la femme. Le mécanisme de l'IVG répond donc entièrement à la demande d'une femme qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse et qui se trouve en deçà du délai légal. Droit de la femme donc. L'IMG. Pour l'IMG, vous le savez, nous avons la législation la plus libérale au monde. Pas de délai légal. Aucun pays au monde n'a une législation aussi libérale. Ce n'est pas dû à des largesses de nos sénateurs et députés, mais simplement en 1975, quand la loi a été écrite, le diagnostic prénatal n'existait pratiquement pas. C'était tellement balbutiant qu'on était juste capable, avec une radio, de voir une anencéphalie, et encore. Personne n'imaginait en 1975 que le diagnostic prénatal prenne une telle ampleur. Et donc, on a laissé l'IMG sans délai. Ce qui veut dire que nous pouvons interrompre une grossesse 5 minutes avant l'accouchement par un exitus fœtal et une injection de chlorure de potassium. Le même geste réalisé 5 minutes après la naissance s'appelle un infanticide et mène son auteur en prison. Le fœticide est autorisé par la loi.
Je ne critique pas cela. Je dis qu'on a la loi la plus libérale au monde. Il y a deux situations d'IMG très différentes. L'IMG pour cause fœtale et l'IMG pour cause maternelle. Pour cause fœtale, tout le monde connaît. C'est à la demande de la femme, parce que si la femme ne demande pas, on ne fait pas d'IMG. On ne propose même pas, en tout cas chez moi. Mais cette demande, désormais, n'est plus suffisante. Il ne suffit plus de demander. Il faut une autorisation d'un CPDPN qui va délivrer un certificat qui atteste que la malformation du fœtus est d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic. Le cas par cas prévaut donc. Et le législateur a fait confiance au gynécologue. Il ne nous a pas fait un almanach avec entrée par ordre alphabétique. Achondroplase, tu avorteras, bec de lièvre, tu laisseras. Il nous a laissé la liberté d'apprécier quelles sont les malformations graves. Et en aval, l'Agence de la biomédecine vérifie les 7000 IMG par an et ça ne dérape pas. Il n'y a pas des endroits où les gens sont plus cléments. Sans almanach, la définition qui pouvait paraître floue de malformation d'une particulière gravité incurable, tout le monde a les mêmes analyses. En ce qui concerne l'IMG pour cause maternelle, trop peu pratiqué à mon avis en France, il s'agit soit d'une pathologie maternelle organique, et ça existe depuis toujours, et lorsqu'une femme a une pathologie qui la met en danger si elle poursuit sa grossesse, tout le monde sait qu'on peut faire appel à un spécialiste d'organes qui valide cette pathologie et interrompre la grossesse. Mais ça peut être aussi une pathologie non organique, à condition qu'un psychiatre ou un psychologue viennent au staff pour discuter du dossier, que ce dossier soit staffé et qu'il soit finalement validé par un CPDPN. Je n'ai jamais envoyé à l'étranger une petite de 11 ans qui se trouve à 17 semaines d'aménorrhée parce qu'elle n'a rien voulu dire à ses parents. C'est une IMG pour cause maternelle. Si les Hollandais savent le faire, nous, on sait le faire aussi. Et si on estime qu'il faut le faire, alors ce n'est pas la peine de l'envoyer à l'étranger, autant le faire chez nous. Et il y a un moyen légal de le faire. Ceux qui envoient à l'étranger, ce n'est pas des gens qui aiment les femmes. Ce système est donc insuffisamment utilisé en France. Quand la demande est justifiée, on le fait chez nous. Et si on estime que la demande n'est pas justifiée, on ne le fait pas, ni chez nous, ni à l'étranger. Le contexte psychosocial peut être pris en charge et ça dépend en fait de la posture de l'équipe. C'est-à-dire que le législateur a mis l'équipe en première ligne en disant « mettez un psychiatre ou un psychologue dans votre équipe, staffez le dossier et si vous estimez que c'est légitime, alors c'est une IMG pour cause maternelle et le dossier passe au CPDPN. » Tous les cas de figure de détresse sont possibles. Les réactions des équipes sont très différentes, mais malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui n'analysent même pas ces dossiers et qui montrent la flèche Pays-Bas ou Espagne. Je critique terriblement cette attitude-là. Mais les Français sont habitués à exporter leur souffrance à l'étranger, on continue, rassurez-vous. Alors l'IVG versus IMG, eh bien c'est quand une IVG est pratiquée à la place d'une IMG. Soit avant 14 semaines, après un diagnostic prénatal sans avis du CPDPN, soit après 14 semaines, après une demande psychosociale, au-delà du délai, sans suivre la procédure d'IMG pour cause maternelle. On ne peut pas faire une IVG après 14 semaines. Si une IVG arrive dans le service, elle est à 15 semaines, c'est plus une IVG, c'est autre chose. Et c'est une procédure d'IMG avec toute sa complexité. Voici un cas. Dans ma région, une femme fait une séroconversion toxoplasmique à 8 semaines d'aménorrhée, primipare de 34 ans. 3 choix lui sont proposés par le praticien qui la voit en consultation, à tort. Il lui dit soit vous allez au CPDPN, mais je peux vous dire d'avance qu'ils vont dire vous êtes au premier trimestre de la grossesse, il y a très peu de risques que le fœtus soit atteint, ils vont vous refuser. Soit vous laissez évoluer et on contrôle à 18 semaines par une amniosynthèse, soit
Vous êtes à 8 semaines, vous faites une IVG et on recommence, on en refait un autre. La femme panique et fait une IVG dans la foulée. D'ailleurs, l'interne, à la sortie de la patiente, met IVG pour séroconversion toxoplasmique. 2 ans plus tard, la femme n'arrive pas à être enceinte. Elle se plonge dans la littérature et s'aperçoit que si elle avait été bien conseillée par un CPDPN, elle n'aurait pas procédé à cette interruption volontaire de grossesse sur une grossesse désirée. Qu'elle a donc manqué de conseils, qu'elle a paniqué, elle n'aura plus d'enfants, elle porte plainte contre le gynécologue. Par chance pour lui, parce qu'autrement il risquait d'être condamné, par chance pour lui, le dossier, il y a eu un vice de forme et il n'y a pas eu de condamnation. Mais quand il est venu me demander de le protéger devant un tribunal, je lui ai dit, tu as confondu l'IVG avec l'IMG. L'IVG, c'est pour une femme qui ne veut pas de la grossesse. L'IMG, c'est une femme qui veut sa grossesse, mais du fait de la parole médicale, elle ne la veut plus. Et à tout le moins, il faut protéger le fœtus dans ces conditions. Autre cas fréquent de confusion, et la confusion entre les actes entraîne la confusion mentale. La nuque épaisse, anomalie fréquente, souvent mal présentée par les échographistes qui sont un peu pressés, voire peu compétents sur le plan psychologique. Le défaut d'annonce peut entraîner une demande d'IVG. Je l'ai vu, il y a des femmes qui ne disent même pas pourquoi elles viennent. C'est en fait une grossesse désirée, mais on leur a dit que la nuque est un peu épaisse et elles ne veulent même pas commencer de savoir s'il y a une anomalie, il n'y a pas d'anomalie. IVG, profits et pertes, confusion entre l'IVG et l'IMG. Certains collègues d'ailleurs obtempèrent, car il s'agissait de grossesses initialement désirées, qui ne le sont plus du fait de la parole médicale, et ils nous disent « cette femme est une grande fille, c'est à elle de décider ». On fait plein d'IVG pour des enfants qui sont complètement normaux. Pourquoi on n'accepterait pas la demande d'une femme qui a un enfant où il y a un doute? Et ça ne va pas. Ça ne va pas de gérer l'IVG d'une grossesse non désirée comme on gère l'arrêt d'une grossesse désirée. On n'est pas du tout dans le même film, on n'est pas du tout dans le même contexte. Le centre pluridisciplinaire doit alors gérer, ce qui veut dire que la femme va avoir des conseils d'experts qui ne seront pas faits à la va-vite, et ceci même si on est encore dans le délai d'IVG. Et la dernière vignette clinique, c'est le choix du sexe. Alors c'est la montagne, c'est la bouteille à l'encre. Qui sait en France combien de femmes font une IVG pour choix du sexe? Moi, j'ai juste une information depuis hier, c'est qu'en Azerbaïdjan, la sexe ratio est de 114. Il y a 114 garçons qui naissent pour 100 filles. C'est chez nous, ça, c'est en Europe. Et chez nous, en France, il y a peu de risques qu'on puisse mesurer ça sur la sexe ratio, parce qu'il y aura autant de femmes qui avorteront des garçons que de femmes qui avorteront des filles. C'est notre culture qui est comme ça. Mais moi, même pas pour des raisons religieuses, je n'ai pas envie de prêter la main à une IVG pour ce genre de raisons-là. J'ai envie de faire valoir ma clause de conscience. Or, le sexe se voit par voie vaginale à 13 semaines dans 90% des cas. Donc on est dans le délai d'IVG. C'est un diagnostic prénatal. Pas un diagnostic prénatal qui conduirait à un CPDPN à dire oui, il faut avorter, sauf s'il y a une maladie liée à l'X, sauf s'il y a une pathologie. Mais autrement, une femme qui nous dit « j'ai 3 garçons, je veux absolument une fille, c'est nouveau un garçon ». Ah bon, je vais chez le gynécologue d'à côté, je lui demande une IVG. Moi, je n'ai pas envie d'être celui qui prête la main au ça ou qui demande à mon équipe de le faire. Pour faire une IVG, il faut et il suffit que la femme demande, avant 14 semaines, quand la grossesse n'est pas souhaitée, il s'agit d'un droit de la femme. Et personne ne conteste ça. Dans l'IMG pour cause fœtale, il s'agit d'une femme qui ne veut pas de cette grossesse, alors que dans l'IVG, il s'agit d'une femme qui ne veut pas de la grossesse. Est-ce que vous entendez la différence? S'il y a une différence entre ces deux phrases pour vous, ne mélangez pas IVG et IMG, parce que c'est au détriment des femmes. En conclusion, la loi avait bien séparé l'IVG et l'IMG.
Et au nom d'un féminisme suranné, on vient de nous ordonner de confondre IVG et IMG. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'utiliserai pas l'IVG pour des malformations fœtales. Et donc, je pense qu'il faut protéger les fœtus contre les effets négatifs du diagnostic prénatal. C'est-à-dire, quand on voit une anomalie, il faut la contrôler, il faut aller vérifier, il faut qu'il y ait un expert qui dise ce que c'est que cette anomalie. Et il ne faut pas se précipiter parce que n'oubliez jamais que c'est une grossesse désirée et que l'IMG d'une grossesse désirée peut laisser une cicatrice irrémédiable dans la vie des femmes. Donc on ne fait pas aussi facilement une IMG qu'on fait une IVG. L'IVG, c'est la femme qui ne veut pas de la grossesse. L'IMG, c'est une femme qui ne veut pas de cette grossesse. En fait, elle voulait une grossesse, mais du fait de la parole médicale, elle ne la voulait plus. Et puisque la loi souhaite nous contraindre, je dis moi qu'au plan éthique, les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes ne doivent pas céder. Ce n'est pas seulement le délai qui fait la différence entre l'IVG et l'IMG, c'est notre responsabilité morale et éthique de ne pas faire la confusion entre ces deux gestes, c'est-à-dire de ne pas être dans la confusion mentale. Merci de votre attention.